L'Office togolais des recettes célèbre la journée mondiale des douanes. Au programme, des conférences débats et des remises de distinction. Thème de la célébration, la douane numérique pour un engagement progressif. Gros plan dans cette édition sur l'impact du PURIS, projet de réhabilitation des infrastructures et des services électriques. Il a été mis en œuvre au Togo de 2009 à 2015. Le Burkina pleure ses morts. Un hommage a été rendu aux victimes de l'attaque terroriste du 15 janvier. Cérémonie présidée par le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Les regards de la communauté internationale sont tournés vers les administrations douanières ce 26 janvier, journée internationale de la douane. La douane numérique pour un engagement progressif, thème choisi par l'Organisation mondiale des douanes. Cette année, pour encourager les services des douanes à recourir aux systèmes automatisés ou électroniques pour plus d'efficacité dans leurs différentes opérations. L'Office togolais des recettes a marqué cette journée par des conférences débats et des remises de distinction aux agents les plus méritants. Prudence Zissou. Les transactions commerciales font de plus en plus appel aux nouvelles technologies. Ces outils permettent d'accroître et de sécuriser les recettes douanières. Cette importante mutation appelle les pays en développement à se préparer à entrer dans l'ère du e-commerce. L'Organisation mondiale des douanes a réitéré cet engagement à toutes les administrations douanières ce 26 janvier, journée internationale de la douane. La douane numérique pour un engagement progressif, un thème qui s'aligne avec les réformes mises en œuvre par l'Office togolais des recettes pour plus de célérité dans les procédures de dédouanement des marchandises. Il s'agit tout simplement d'une déclaration d'objectifs pour cette année 2016 où on demande à toutes les administrations douanières d'approfondir l'automatisation des procédures de dédouanement. Faire en sorte que le numérique soit au rendez-vous dans nos transactions, qu'elles soient en lien avec les formalités douanières ou de paiement de nos déclarations. L'introduction des TIC dans cette politique de réforme et de modernisation s'est matérialisée par l'utilisation du système Sidonia World, la collecte des recettes par les banques, la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur, entre autres. Elle a permis à l'OTR d'enregistrer des avancées significatives en termes de sécurisation des recettes, de lutte contre la fraude, de promotion de la transparence et de facilitation des échanges. Les perspectives pour cette année s'annoncent déjà en termes de nouveaux défis. Cette année, on va aller vers l'optimisation de l'utilisation de Sidonia World. Donc nous allons partir de la valeur du véhicule jusqu'à le dédouanement. On va intégrer cette fonction et renforcer dans Sidonia World. De plus, nous allons initier l'étude de transit, de suivi transit tout le long du corridor. Un régime douanier efficace et moderne, le gouvernement y croit beaucoup et compte tout mettre en œuvre pour aider l'OTR à y parvenir. Le choix par l'OMD du thème « La douane numérique pour un engagement progressif » me paraît très opportun et d'actualité. Au demeurant, le gouvernement togolais, appréhendant d'ores et déjà cette mutation, développe des plans d'action visant à mettre l'économie de notre pays en synergie avec les avancées des technologies de l'information et de la communication. La mise en place du projet e-gouvernement répond à ce défi, celui de permettre à l'administration togolaise d'être plus efficace, plus fiable, plus proche des administrés à travers le service en ligne. La célébration de cette journée de la douane a été également l'occasion pour l'OMD de récompenser certains acteurs qui se sont illustrés aux côtés des services douaniers dans l'atteinte des différents objectifs. Des certificats de mérite leur ont donc été décernés pour leur contribution à la mise en place d'une douane numérique. Nous restons dans le contexte des nouvelles technologies. Direction Kara, au nord du Togo, où l'opérateur de téléphonie mobile Move Togo a obtenu la licence lui permettant de développer la 3G. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la ministre des Postes et de l'économie numérique, Nestor Mouzou. C'est une double cérémonie de signature d'accord qui est intervenue à cette rencontre au palais des congrès de Kara. La première est relative au nouveau cahier des charges pour les deux opérateurs de téléphonie mobile dans le pays, Togo Cellulaire
et Move Togo. Il y a un certain nombre de, je peux appeler ça contraintes, que nous devrons respecter, et c'est ça qui est consigné dans les cahiers des charges. Donc le fait de signer les cahiers des charges veut dire aujourd'hui que nous prenons l'engagement de respecter d'abord ce qui importe pour les clients, c'est quoi? A priori, c'est la qualité et le meilleur prix. L'autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications ARTP est la sentinelle chargée de veiller au respect des dispositions en vigueur. Les sanctions, ça peut être pécuniaire, allant jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Et à l'extrême, ça peut aller jusqu'à retrait de la licence. Donc, cette clause étant prévue, dans les cahiers de charges, ça a été repris pour que l'opérateur bénéficiaire soit vraiment sensibilisé. La deuxième cérémonie de signature est celle qui accorde à la société Move la licence d'extension à la 3G. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'Internet au pays. Ça traduit fermement en fait la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et des plans d'action qui a été mis en place. Déjà les débits ils vont doubler voire tripler en fait les débits de l'internet, et la vie sera beaucoup plus facile dans les universités, dans le quotidien. L'internet n'est plus en fait n'est plus un privilège, c'est un outil de travail de quotidien. Pour cet événement, les premiers responsables du groupe Maroc Télécom, maison mère de Move Togo, ont effectué le déplacement. Au Togo, les flux de la data, c'est-à-dire de l'Internet, sont en train de dépasser d'une manière rapide le flux de la voix. Et donc c'est une œuvre de modernisation radicale du pays à travers l'économie numérique, et en cela nous nous conformons bien entendu aux orientations de son Excellence, le chef de l'État. L'arrivée du second opérateur mobile sur le segment des services 3G va créer une nouvelle dynamique de concurrence et permettra aux consommateurs de choisir l'opérateur lui offrant la meilleure qualité de service au meilleur prix. La déclaration de politique sectorielle adoptée par le gouvernement en 2011 a exprimé l'impérieuse nécessité de dynamiser le marché des télécommunications afin de favoriser l'émergence d'offres et de services nouveaux de qualité à des prix abordables, tout en assurant une forte diffusion des TSC à tous les niveaux de la vie socio-économique du pays. Il est attendu que la 3G soit disponible dans une vingtaine de chefs-lieux de préfecture à l'horizon 2018. Concernant les services voix, tous les chefs-lieux de canton et plus de la moitié des villages au Togo, des villages de plus de 2000 habitants, seront couverts d'ici la fin de cette année. En termes de qualité de service, le taux de réussite d'établissement des appels, les débits d'Internet seront sensiblement rehaussés. L'autorisation d'offrir des services 3G est accordée à Move Togo pour une durée de 6 ans. Cela soulève un tollé quand on entend parler d'abus sexuels perpétrés par les casques bleus sur les théâtres d'opération, comme c'était le cas récemment en Centrafrique. L'ONU est désormais ferme. Plus question pour ses forces, quelles qu'elles soient, de couvrir d'opprobre l'institution par de telles ignominies. Une rencontre régionale se tient à cet effet à Lomé. Les différentes hiérarchies militaires se concertent pour mettre en place des mécanismes efficaces capables de prévenir ou d'éviter de tels comportements au niveau de leurs troupes respectives. Antoinette Roumao va voir. Les abus sexuels dans le contexte des opérations de maintien de la paix préoccupent aujourd'hui les acteurs au plus haut niveau. L'exploitation sexuelle des couches les plus vulnérables a suscité une vive émotion dans le monde et est devenue un thème de sensibilisation pour les organismes intergouvernementaux et les institutions internationales. Un règlement de l'ONU interdit aux casques bleus toute relation sexuelle avec une prostituée ainsi qu'avec une personne de moins de 18 ans. À ce titre, des sanctions sont prévues à l'encontre des auteurs de ces actes. Et c'est justement pour éviter ces errements lors des déploiements sur le terrain que se tient cette session sous-régionale pour sensibiliser les forces de défense et de sécurité. Au regard de l'importance des événements récents que nous avons assistés dans certaines opérations de maintien de la paix, et sur la base du message du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui a donc mis en place une stratégie visant à assurer une tolérance zéro pour toute allégation et abus sexuels, notamment dans les opérations de maintien de la paix. Cette stratégie vise non seulement à aller vers une formation d'abord,
une formation de tout le personnel qui est déployé sur les missions des opérations de maintien de la paix, d'une part, mais également aussi à travers des campagnes de sensibilisation dans lesquelles cette initiative d'aujourd'hui s'inscrit, mais également aussi à travers la mise en évidence de toutes les sanctions. Selon le chef d'état-major général adjoint des FAD, ce combat doit être une responsabilité partagée dans la lutte contre toute forme d'atteinte à l'intégrité et à la dignité des personnes vulnérables en situation de conflit. Des faits similaires, avérés ou allégués, survenus sur d'autres théâtres d'opération de paix nous interpellent et commandent à chacun d'agir à son niveau et selon son rang pour y mettre fin en vue de redorer l'image du maintien de la paix, abîmé, plus ou moins abîmé par la faute de quelques individus, et surtout pour répondre pleinement à l'espérance de millions d'hommes et de femmes exposés aux affres de la guerre. Le Togo, dont les troupes se sont distinguées ces dernières années par leur conduite exemplaire dans les missions de paix, entend prendre toute sa part dans cette croisade. Les pays de la sous-région participent à cette rencontre sous-régionale. L'ONU attend de son personnel des missions de paix qu'il se conforme aux normes de comportement les plus strictes et qui se conduisent de façon professionnelle, exemplaire et disciplinée sur les terrains des opérations de maintien de la paix. L'engagement de la société civile dans ce combat contre les abus sexuels serait aussi un plus, elle qui fait déjà si bien face à d'autres défis sociaux comme les problèmes d'eau et d'assainissement, des sujets qui mobilisent à Lomé tout un collectif soucieux de trouver des solutions appropriées à la thématique eau et climat. Medina Bacha Salami. L'accès à l'eau pour tous dans un environnement sain, une nécessité pour les populations et une préoccupation de l'heure. Des collectifs de la société civile en Afrique de l'Ouest et du Centre se mobilisent depuis 2010 pour faire progresser significativement l'accès des populations à ces besoins vitaux. Dans beaucoup de nos pays, nous n'avons pas atteint les OMD parce qu'on n'a pas était capable de mettre tout ce qu'il fallait pour donner l'eau et l'assainissement à toutes les populations. Donc aujourd'hui, la mobilisation de la société civile est capitale parce qu'elle est même reconnue à tous les niveaux. Cet engagement des collectifs a déjà permis la mise en œuvre d'un projet dénommé Eau et assainissement pour tous. Cette 5e rencontre sert de partage d'expériences et de plaidoyer. Donc cette année, l'atelier qu'on met en place, il répond à cet objectif d'échange d'expériences, mais aussi il répond à cet objectif de plaidoyer au niveau national et international avec 2 enjeux majeurs, les financements, la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la question de l'eau et du changement climatique. Cette dynamique-là que nous avons actuellement, c'est de repositionner la société civile dans la gestion de ces secteurs. Faire de telle sorte que la société civile, en particulier tous les acteurs de la société civile qui s'intéressent au service de l'eau et de l'assainissement, puissent se retrouver, se mobiliser et parler d'une voix de façon à ce qu'elle soit audible auprès des décideurs. 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre participent à ces travaux. Ils espèrent renforcer et mobiliser davantage les collectifs et les expertises pour une société civile plus active en matière de plaidoyer sur la question de l'eau et du climat. Le PURIS, projet de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, mis en œuvre depuis 5 ans au Togo, a permis de répondre efficacement aux problèmes d'assainissement dans plusieurs quartiers. Au-delà, les réalisations en termes de voirie urbaine, d'adduction d'eau potable et d'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique permettent aux communautés d'espérer l'impact du PURIS avec Chazin Ambaga. Entre 2007 et 2009, le Togo a connu des inondations récurrentes qui ont occasionné des dégâts et des déplacements massifs des personnes. Pour parer au plus urgent et mieux faire face à ces inondations et ses conséquences, le gouvernement a initié le projet d'urgence et de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 55,82 millions de dollars US, le projet PURIS est appelé à mettre à la disposition des populations sinistrées des infrastructures de base. En 6 ans de mise en œuvre, plusieurs réalisations ont été faites. Dans le domaine des travaux de drainage, 120 km de caniveaux ont été curés,
31,3 km de collecteurs et sous-collecteurs des bassins de rétention d'eau pluviale ont été réhabilités et 5 bassins de rétention de plus de 190 mètres cubes construits pour protéger environ 735 200 habitants des quartiers vulnérables de Lomé des inondations. Avant là, on souffrait. Quand il pleut là, même s'il pleut un peu, il y a beaucoup de l'eau. Ça nous gêne ici. Mais maintenant qu'on a fait les trucs là, vraiment maintenant on est à l'aise. Pour les déplacés des inondations, un centre pour sinistrés des catastrophes naturelles et anthropiques de 1000 places a été construit pour servir d'abri temporaire aux personnes en situation d'urgence. D'habitude, lorsqu'il y a inondation, c'est dans les écoles que nous accueillons les sinistrés et ils sont vraiment dans de très mauvaises conditions d'accueil. Et avec la construction de ces sites, toutes les dispositions sont prises pour vraiment les mettre dans de bonnes conditions. En temps normal, ce centre héberge des personnes en session de formation, comme c'est le cas de ces fonctionnaires de police. En ce qui concerne les travaux de réhabilitation de voiries, 18,5 km de voies primaires et secondaires ont été aménagés pour améliorer l'accessibilité à plus de 235 000 personnes des quartiers périphériques de Lomé, notamment à Adakpamé. Pour tous ceux qui connaissent la route d'Adakpamé, vous avez vu, c'est la croix et la bannière, tout un calvaire pour nos populations. Et vous-même, vous voyez ce joyau aujourd'hui et vous allez voir les maisons que les gens ont quittées sont réhabilitées, vous voyez les boutiques qui sont ouvertes. C'est un sentiment de joie et je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement et la Banque mondiale qui ont pensé à nous. Le projet Purise, c'est également l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les zones périurbaines de Lomé avec la construction de 5 châteaux d'eau et la réhabilitation des équipements électriques. Pour ce volet, 26 postes transformateurs ont été réhabilités ou construits. 32 km de réseaux basse tension ont été installés pour corriger les chutes de tension. 200 détecteurs ont été posés et des agents de la sûreté formés pour la maintenance et l'entretien des ouvrages réalisés pour le bien des populations des zones à forte demande de puissance comme ici à Agoué, Kochigan. Avant, il y avait une baisse de tension, donc ce qui fait que l'éclairage n'était pas bien. Et puis même pour brancher nos appareils, on a de petits problèmes. Mais je constate que maintenant, depuis un temps, ça va. Concernant l'efficacité énergétique, le projet Purise a permis la distribution de plus de 500 000 lampes fluorescentes compactes dans les ménages et l'implantation d'un laboratoire national de tests à Lomé. En matière de politique de sauvegarde environnementale et sociale, le projet Purise a construit et recasé des commerçants occupant les emprises des ouvrages projetés comme ceux du marché La Paix d'Agbal-Bédougan. Avant, ici c'était un égout et la route était praticable. Et les gens ne venaient même pas dans le marché à cause de la saleté. Mais par l'aide de Purise, ils nous ont conçu ce marché. Et on n'a plus de problème d'inondation, problème de latrine. Les problèmes de latrine sont résolus. Plus de le marché est clôturé. On n'a plus de problème pour les voleurs aussi. L'impact du projet Purise est donc réel sur les populations. Et pour le gouvernement, il est question de l'étendre aux autres localités à l'intérieur du pays avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Je veux d'abord préciser que le projet a été étendu compte tenu de son importance et de l'importance de maximiser les effets sur les populations. Il a été entendu entre le gouvernement et la Banque mondiale de le proroger de 6 mois supplémentaires pour qu'il se termine au 30 juin 2016. Et dans le souci donc de partager aussi les bénéfices au développement, la banque, en discussion avec le gouvernement togolais, est en train d'envisager la possibilité de faire des projets similaires à l'intérieur du pays. La durabilité et la pérennité des réalisations ont été prises en compte par le Purise. Ainsi, près de 200 acteurs impliqués dans la gestion des ouvrages aménagés ont été formés. Autre défi à relever, la lutte contre le paludisme. 400 millions de francs CFA y seront investis dans les jours à venir grâce aux subventions du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Esther Laclé.
Le Fonds mondial a décaissé 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA, pour appuyer le Togo dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. 24 milliards de francs CFA seront consacrés au VIH-Sida et à la tuberculose et les 16 milliards de francs CFA restants serviront à appuyer le traitement du paludisme. Les acteurs de la mise en œuvre de cette subvention s'imprègnent des défis à relever. C'est à travers cette session de formation qui va durer 3 jours. Le Fonds mondial attend beaucoup de cette subvention. 2016 et 2017 sont des années clés pour différentes raisons. D'une part, pour démontrer la capacité du Togo à utiliser de façon efficiente les investissements requis répondant aux besoins des populations, pour faire reculer les 3 maladies et pour renforcer le système de santé. Mais d'autre part, également, pour convaincre les donateurs du Fonds mondial que les fonds qui ont été levés au cours du dernier exercice de reconstitution des ressources étaient absolument nécessaires, pour ne pas dire en deçà des besoins des pays, et que ceux qui seront demandés pour la prochaine période de 3 ans, cet exercice a déjà commencé, seront gages de consolidation des progrès dans le cadre de la poursuite des objectifs de développement durable. Et en matière de la lutte contre ces 3 maladies, le Togo est sur la bonne voie selon Kardiata Londiaï, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement au Togo. Il est donc évident de faire le point pour une meilleure prise en charge de ces pathologies, un exercice auquel s'est attelé Kossi Asimaïdou, ministre de la Planification du Développement. Des avancées notables ont été réalisées dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose. En matière de VIH-Sida, le taux de prévalence est passé de 3,4% en 2010 à 2,5% en 2014, soit une régression de 0,9% en 4 ans. Pour sa part, le gouvernement togolais, en mettant au premier plan le schéma de mise en œuvre des subventions du Fonds mondial, témoigne ainsi de sa volonté et de son engagement ferme à accompagner de façon appropriée tous les acteurs pour que les objectifs assignés aux dites subventions soient pleinement atteints. Le Togo est le tout premier pays francophone et le 10e au monde à signer cet accord avec le Fonds mondial. Une subvention de 27 mois sur la période 2015-2017. Le Burkina Faso rend hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 15 janvier. 32 morts, 11 nationalités différentes. Le président Roch Marc Kaboré a réitéré sa ferme volonté de combattre ce fléau contemporain de toutes ses forces et protéger ses concitoyens contre cette folie meurtrière des djihadistes. Le Burkina Faso rend hommage aux victimes du 15 janvier 2016. Ce lundi 25 janvier 2016 à Ouagadougou, les autorités politiques, coutumières et religieuses ont rendu un vibrant hommage aux victimes de l'attentat du 15 janvier 2016. Selon le président Roch Marc Christian Kaboré, en sémant la terreur et la panique, les terroristes veulent empêcher le développement et la paix au Burkina Faso. Et pour venir à bout de ces attentats, il appelle les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. De ces actes criminels et aveugles, destinés à tuer des personnes innocentes, traduit la volonté des terroristes d'imposer leur loi à notre peuple et de l'empêcher de construire son bonheur. C'est mal connaître le peuple burkinabé, qui n'a jamais marchandé son honneur depuis la nuit des temps et ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. Face à ce nouveau défi, il se mobilisera comme un seul homme pour opposer une défaite cinglante aux entreprises terroristes sur notre sol. C'est avec un mélange d'émotions, de tristesse, de compassion mais aussi de colère que les représentants des familles des victimes ont souhaité plus de tolérance pour un monde de paix. Nous tenons à exprimer notre condamnation la plus totale de ces crimes abjects. Nous tenons à rendre hommage à toutes les victimes de ces attaques, de quelque pays qu'elles soient, de quelque nationalité qu'elles soient. Quel message ces sinistres individus véhiculent? La peur et la haine. Et pourtant, malgré la douleur profonde qui nous brûle, nous ne pourrons en aucun cas céder ni à la peur ni à la haine.
Les attaques terroristes du 15 janvier 2016 en plein centre-ville de Ouagadougou et d'une patrouille de gendarmerie au nord à la frontière avec le Mali ont fait au total 32 morts de 11 nationalités et 71 blessés. Une minute de silence a été observée sur toute l'étendue du territoire national pour la mémoire des victimes. Au Togo, les forces de sécurité se battent au quotidien pour assurer la tranquillité des populations. Elles appuient les agents du contrôle du ministère du Commerce dans leur descente sur les marchés. La moisson cette semaine est déjà abondante. Des produits contrefaisants, impropres à la consommation ont été saisis. Sylvain Raptou. Fabriquées à base de l'étalon et bien d'autres substances comme l'alcool éthylique, ces boissons se révèlent dangereuses à la consommation. Elles ont été saisies après une enquête menée par le ministère du Commerce, conjointement avec la Ligue togolaise des consommateurs. Nous avons pris un bon bout de temps, un petit temps pour vérifier, pour voir si l'information est vérifiée. Et hier, le 25 janvier dernier, nous avons constaté que l'information est vraie. Et aussitôt que nous sommes arrivés sur le terrain, il y avait un taximan qui était en train d'embarquer certains cartons de ces produits. Et nous nous sommes dit avant que les forces de l'ordre du ministère du Commerce et ses agents n'arrivent sur le terrain, il fallait que nous puissions interdire à ce taximan-là de démarrer. Et ce qui a été fait aussitôt, et les agents de l'ordre, de la gendarmerie du ministère du Commerce et les agents de contrôle étaient arrivés. Donc on a commencé les perquisitions, on a constaté qu'au début ils étaient réticents, mais finalement ils ont collaboré, ils ont laissé les portes ouvertes, on est allé, on a fait sortir 13 autres cartons qui étaient aussitôt convoyés au niveau du ministère. Ce réseau de fabrication de boissons fruits a été démantelé dans un quartier de Lomé. Une entreprise familiale qui opère frauduleusement depuis plusieurs années. La ministre en charge du Commerce appelle la population à plus de vigilance car ces produits inondent les marchés et sont impropres à la santé humaine. Une loi togolaise de 1999 qui interdit toute contrefaçon. Et au cas où on découvrait ce genre de choses, la loi prévoit des amendes et puis même des peines allant jusqu'à l'emprisonnement. La santé n'a pas de prix. Quand certains de nos populations s'adonnent à ce genre de choses sans se soucier de la santé de la population, c'est vraiment dommage. Face à l'ampleur de ce phénomène, le ministère du Commerce entend renforcer les circuits de contrôle afin d'identifier ces réseaux qui s'exposent à la rigueur de la loi. Quelques soucis techniques par endroit, veuillez nous en excuser. La sécurité, c'est aussi sur les routes. Le taux d'accident a chuté de façon drastique depuis le rétablissement du casque et de la ceinture de sécurité. La plupart des accidents concernent beaucoup plus les motos. Les conducteurs de taxi-moto en sont conscients. Ils s'organisent pour contribuer aux côtés des autorités à protéger leur propre vie et celle de leurs passagers. Alain Yassibou, Augustin Kossi, Charlotte Moussime. Le non-respect du code de la route, les braquages, les agressions physiques et verbales. Voilà des comportements à risque qui caractérisent le quotidien dans le secteur du transport routier au Togo. Un tableau synoptique qui n'est pas sans incidence sur la nécessité de construire un État respectueux des valeurs civiques et citoyennes. Le nombre de morts issus des accidents de route est passé de 800 en 2014 à 400 en 2015, selon les statistiques nationales. Une situation qui a connu une amélioration, mais qui appelle au concours de tous les acteurs pour une route sans accident au Togo. Et les conducteurs de taxi-moto ont leur partition à jouer. Cette rencontre de la Fédération syndicale des conducteurs de taxi-moto du Togo est destinée à les impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité routière. Ce n'est pas seulement la population qui meurt, il y a également les taxis-motos, il y a même des agents de force de l'ordre et de sécurité qui payent un lourd tribut sur la route et à domicile. Parce que les taxis-motos, c'est ceux-là qui transportent au moins 40 à 50 personnes par jour, qui connaissent les passagers, qui connaissent les individus et qui peuvent les filer aussi facilement qu'ils le veulent. Donc, ils sont des éléments de veille citoyenne. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damham, a salué le rôle central que jouent ces derniers
dans le secteur du transport routier. Il les a exhortés à œuvrer de concert avec les forces de l'ordre et de sécurité pour asseoir un espace de sécurité et de sûreté dans ce secteur. Votre corporation joue un rôle très important dans le développement économique de notre pays. Et le gouvernement en est conscient. Par d'abord la reconnaissance de cette corporation, par l'effort fourni par la délégation à l'organisation du secteur informel et d'autres contributions non négligeables que l'État met à votre disposition pour vous permettre d'aller de l'avant. Le rôle ou la partition du conducteur de taxi-moto a plusieurs dimensions. D'abord, la sécurisation du conducteur lui-même. Et je tiens à saluer votre adhésion spontanée lorsque le chef de l'État a décrété l'année 2014, année de la sécurité routière. Votre adhésion au port de casque. D'importantes résolutions sont attendues de cette rencontre, notamment l'identification des conducteurs des automobiles à 2 roues au Togo. Il s'agira d'attribuer à chacun d'eux un numéro d'identification afin de leur assurer un espace de travail sécurisé et de protection. Smartphone, tablette, appareil photo numérique, nombreux sont ces outils qui permettent de nos jours d'immortaliser soi-même toutes les situations vécues au quotidien. Une avancée technologique qui met à rude épreuve la photographie classique, profession de longue date. À l'ère du numérique, que deviennent les studios photo et comment arrivent-ils à survivre? Reportage signé des étudiants de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA. La révolution numérique a occasionné l'avènement de smartphones, de tablettes et d'autres appareils qui permettent à son utilisateur, sans être formé, de prendre facilement des vues. Il est même possible avec son téléphone portable de se prendre en photo ou d'immortaliser des événements qu'on juge importants. Une telle situation pose un réel problème sur la raison d'être des studios photos. Est-ce qu'on a besoin d'aller au studio? Je ne pense pas. Parce que, bon, pas forcément, puisque les smartphones aujourd'hui nous permettent de capter les images. Les prises des images un peu partout, dans les restaurants, dans les cafés. J'avoue aujourd'hui que la technologie aujourd'hui, par rapport au smartphone, vient en quelque sorte balayer du revers de main. En quelque sorte, je parlerai des allées au niveau des studios. Cet avis, d'autres personnes ne le partagent pas. Et pour cause, il arrive des fois que je prenne mes appareils pour aller prendre des photos, mais quand je reviens, il faut toujours aller traiter ces données au studio. Les studios photos, pour moi, sont toujours utiles. Approchés, les professionnels de la photographie reconnaissent que les nouvelles technologies freinent énormément l'évolution de leur métier. Toutefois, selon eux, les studios photos existent et existeront toujours. Les studios ont toujours leur raison d'être parce que chez nous, il y a la générosité et puis c'est ça qui fait la différence. L'avènement des smartphones, des téléphones portables et autres ne peuvent en rien empêcher les studios d'exister. Il y a des sociétés qui publient sur le net des images et ces images, je ne pense pas que ça doit être les images de smartphones. Il faut que ce soit des images professionnelles. Les clients qui continuent de fréquenter ces studios approuvent la qualité du travail qui y est fait. Nous voyons que leurs images est plus bonne que les photos numériques de nos jours que nous avons. Afin de pallier la baisse de la clientèle, les professionnels optent pour les sorties sur le terrain et la couverture des grands événements. Et à les en croire, ces options améliorent un tant soit peu leur situation financière. Il est vrai que au niveau du rendement, il y a eu une baisse un peu considérable parce que la plupart des jeunes font des photos avec leur portable, tout ça. Mais il y a toujours des événements qui font qu'on est obligé de nous faire recours. Il y a les grandes conférences, il y a les mariages. Désormais,
La Corporation des professionnels de la photographie se voit obligée de travailler au rythme que leur imposent les technologies de l'information et de la communication. Les studios photos se métamorphosent et s'adaptent à la nouvelle donne. Alors ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.